Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. On se retrouve enfin, j'ai envie de vous dire, après une petite pause de fin d'année pour l'émission, avec la 12e émission de cette première saison, hein. On va se dire qu'on se fait des petites saisons. Donc on passera en saison 2 en septembre, hein, si on existe encore. Et bah voilà, la 12e hein, déjà. Donc ça me fait plaisir de retrouver le petit rendez-vous de chaque semaine. Donc, comme d'habitude, on va parler d'actualité jeux vidéo et un petit peu de tech. Je vous ai préparé des petits sujets sympathiques avec ce qu'il y a eu pour l'instant, ce qu'on a pu éventuellement rater. Mais là, sur les dates, on ne s'est pas envolé bien loin, hein. On est vraiment sur des choses ouais, qui relèvent vraiment de l'actualité de la semaine en réalité. Euh, on ne parlera pas aujourd'hui du CES. Pourquoi? Parce que vu qu'on est vraiment pile dedans, il n'y avait pas le temps nécessaire pour pouvoir sélectionner des sujets, vous parler correctement de deux, trois choses. Donc le CES, on en parlera dans la prochaine émission. Voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça. Et donc, écoutez, voilà, on va démarrer tranquillement. Donc comme d'habitude, les triple A, ensuite un petit peu de tech, et on terminera avec les indés. Et puis je vous laisserai la parole, évidemment, comme d'habitude, en fin d'émission. Voilà. Donc écoutez, c'est parti pour les triple A. Alors, premier triple A de la soirée, je vous avais parlé il y a pas très très longtemps de WiseX Nordics. Et les remasterisations, elles continuent un petit peu cette fois-ci, et c'est avec Wise Mémoire. Donc, ce qui est génial avec cette licence-là, c'est que même s'il existe 10 jeux, vous pouvez prendre n'importe lequel et le faire, l'apprécier, le comprendre, etc. Parce qu'ils sont tous vraiment indépendants les uns des autres. Donc ça, c'est la première chose sympathique. Faut savoir que ce jeu-là, il était sorti en 2005 sur PSP. Et donc, là, voilà, une fois encore, il y a des monstres qui arrivent un petit peu de partout. Il va falloir évidemment sauver le monde. On est sur quelque chose de plutôt basique. Et bonsoir, ne t'inquiète pas, t'es pas en retard, je viens tout juste de démarrer. C'est le premier sujet, c'est le début. Installe-toi. Donc voilà, quelque chose de plutôt basique pour sauver le monde, j'ai envie de vous dire. Donc là où on avait un opus de base qui était en 2D, là on a un passage à la 3D, on a une vue de dessus. Votre personnage, il a 3 types de magie pour pouvoir arriver à ses fins. Donc il a de la boule de feu, de l'attaque tourbillon avec son épée, donc qui repose sur du vent. Et il a de la magie de terre qui lui permet de foncer sur les ennemis sans prendre de dégâts, ce qui est plutôt pratique. Vous allez rencontrer au cours du jeu des énigmes, des phases de platforming pour vous donner accès à des coffres d'équipements que vous allez pouvoir améliorer chez le forgeron. Et vous allez aussi trouver des accessoires qui vont concrètement rendre votre exploration plus agréable de manière générale. Et après, vous allez rencontrer des boss qui ont des patterns, d'après les avis, très intéressants. Donc voilà, faudra préparer vos esquives sur ce jeu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur ce jeu-là, pour avancer, pour pas vous retrouver bloqué, on vous incite à avoir une exploration qui va être minutieuse. Donc, il faut s'attendre à faire pas mal d'allers-retours, parce qu'il va vous manquer des compétences, il va vous manquer de la puissance, sachant que vous allez être dans des zones qui vont être assez labyrinthiques. D'accord ? Vous n'aurez évidemment, parce qu'on parle d'un vieux jeu, hein, aucune map, aucune indication claire d'objectif sur votre écran, c'est vraiment à l'ancienne. Et la seule chose que vous aurez, c'est des écrits dans votre journal d'aventurier. Et il va falloir faire avec ces informations-là. Donc c'est un format qui est assez différent de celui qu'on peut avoir de nos jours, où on est habitué à ce qu'on nous prenne par la main et qu'on nous mette toutes les infos sur l'écran, et même trop. Là, ce ne sera pas le cas. Donc ça peut être aussi le plaisir de retrouver un petit peu ce jeu à l'ancienne. Dans tous les cas, visuellement, le remaster, il semble être réussi. Vraiment, le visuel, il est au rendez-vous. Le jeu, il arrive à rester rétro, et en même temps,
On lui donne une jolie touche de modernité. On a les personnages aussi qui ont été joliment retravaillés. Et petite pépite sur le gâteau, vous avez un doublage intégral qui a été réalisé pour le personnage principal que vous incarnez. Donc ça, c'est vraiment pépite, je trouve. C'est un très très bel ajout. Alors ça peut faire bizarre pour des gens qui connaissent déjà la licence, qui connaissent le jeu et qui avaient pour habitude de pas avoir de voix. Ça peut faire un choc. Mais je pense que voilà, si vraiment c'est une découverte pour pas mal de monde, c'est une vraie belle valeur ajoutée d'avoir fait ça. D'autant plus quand c'est bien doublé. Et en plus de ça, on vous offre aussi les 3 versions de la bande-son du jeu qui existent en remasterisé. Et vous avez juste à switcher dans le menu pour basculer de l'une à l'autre. Donc ça c'est plaisir, on adore. Les bandes-son en général, on se régale. Donc très concrètement, si vous êtes plutôt fan de ce type de jeu-là, il n'y a pas trop de doute sur le fait que Wise Memoire il puisse vous faire passer un excellent moment. La seule chose où il faut faire attention par contre, je préfère le préciser, c'est que le jeu n'est pas disponible en français. Voilà. Donc, bon, vous n'allez pas jouer en japonais ou chinois, donc vous allez jouer en anglais. Mais voilà, préparez-vous quand même à ça, parce que malheureusement, on le sait, dans ces jeux-là, les dialogues, c'est pas ce qui manque de manière générale. Donc, si vous n'êtes pas prêt à encaisser les dialogues, interface, etc. en anglais, attention, parce qu'il semblerait que le français soit même pas au programme. Voilà. Le jeu, il est dispo sur Switch, PS5, PS4, et actuellement, il a un petit 81 sur Metacritic. Voilà. Sachez-le. Enfin, en tout cas, quand j'ai regardé, quoi, quand j'ai préparé, il était à 81 Metacritic, donc très très bonne critique. Donc à vous de voir si vous vous lancez ou pas. Voilà. Et donc, ce sera tout pour ce premier jeu de ce soir. Et donc là, je vais vous parler d'un deuxième AAA qui vient tout juste de sortir. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti aujourd'hui, figurez-vous. Donc évidemment, en termes de recul, j'en ai pas énormément. Mais en tout cas, je vais vous dire ce que j'en sais pour l'instant. C'est parti, jingle. Alors, Freedom Wars Remastered. Première chose, vous allez remarquer que le son, il est particulièrement mauvais. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est littéralement comme ça que le trailer il a été publié. Pourquoi, je sais pas, mais en tout cas, mon premier réflexe, ça a été de m'inquiéter face à ça. Voilà. Alors, je vous fais un petit point sur l'histoire, quand même, que vous sachiez où on va. Projetez-vous dans l'avenir, un avenir qui est plutôt très lointain, et où malheureusement, les ressources de la planète, elles sont épuisées. Il y a de la surveillance absolument partout. Et à ce moment-là, être en vie, c'est considéré comme une transgression. Donc concrètement, vous êtes à peine né que vous avez déjà une peine de prison d'1 million d'années au-dessus de votre tête. C'est ce que vous voyez dans le trailer, tous ces chiffres que vous voyez là au-dessus de la tête des gens. Et donc, votre objectif, c'est d'essayer de retrouver votre liberté, et pour ça, vous n'avez qu'une seule solution, c'est de vous porter volontaire pour réaliser des opérations, participer à des opérations qui sont dangereuses, et ça va vous permettre de réduire petit à petit la durée de votre peine. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant, déjà, sur le cadre, sur l'histoire. Moi, je sais que un pitch comme ça me donne envie. Ici, on nous présente le remaster de Freedom Wars. C'est un jeu qui était sorti en 2014 sur PS Vita. Alors oui, la PS Vita, vous l'avez oublié. Je suis d'accord. Mais c'est vrai. Mais en tout cas, à l'époque, les joueurs, ils avaient donné un 16,4 sur 20 tout de même au jeu. Hein. Donc, il semblerait quand même que ça ait plu. Et donc, on se demande, est-ce que ce remaster, il vaut le coup? On s'y intéresse autant qu'à l'époque. Voilà. T'es même pas conçu que t'es un criminel. Concrètement, c'est ça. Mais moi, je trouve ça quand même... en fait, ça pique ma curiosité, ce genre de scénario. Moi, ça me va très bien. Et évidemment, quand je vois la façon dont c'est conçu, moi, personnellement, ça me fait penser à Death Note. Tu vois ?
Le fait d'avoir ces chiffres-là au-dessus de ta tête et tout, bon, tu vois, ça me fait vraiment, ça me renvoie cette vibe-là, et qui du coup est bonne. Voilà. Donc Freedom Wars Remastered, et vous voyez, c'est sorti littéralement aujourd'hui. Et coucou dans le chat. Alors, dans ce jeu-là, vous allez devoir chasser des créatures robotiques de la même façon que vous pourriez le faire, par exemple, dans un Monster Hunter. Au niveau du gameplay, il semblerait qu'il n'y ait rien qui ait changé par rapport au jeu de l'époque, et que les améliorations, ils les ont surtout faites du côté graphique. Il y a des meilleurs visuels. On nous dit qu'il y a une résolution 4K qui est supportée, il y a un 60 FPS, donc ça, bah, on prend. Le jeu, il a subi des modifications qui relèvent de l'équilibrage. Il y a aussi une nouvelle difficulté qui a été ajoutée. Ça me paraît être une bonne adaptation pour aujourd'hui. Et on a des nouveaux éléments qui ont été apportés pour ce qui relève de la création d'armes, la manière d'améliorer son équipement, voilà, ce genre de choses. Et donc tout ça, bah, c'est la théorie, tout ça, c'est ce qu'on nous vend, c'est ce qu'on nous dit. Et donc maintenant, dans la pratique, c'est compliqué, les amis. C'est-à-dire que là, dans la pratique, les évaluations, elles sont catastrophiques. Au moment même du lancement, parce que j'ai regardé cette nuit, on était à 36% d'évaluation positive sur Steam. Et quand j'ai regardé là, à peu près en milieu d'après-midi, on était à 57%. Bon, ça a remonté un petit peu, mais ça reste terrible. Désastreux. Et donc, ce que nous disent les joueurs, c'est que le jeu, il est injouable. Il y en a certains qui arrivent même pas à passer le premier écran de chargement, c'est pour vous dire. On a un plein écran qui n'est pas optimisé pour le jeu. Vous vous retrouvez presque obligé de jouer en fenêtré. Là où dans les argumentaires de vente, on commence à nous parler de résolution 4K, de machin, de trucs. Voilà. Donc ça démarre mal. Le framerate, il est extrêmement variable, là où on nous promet un 60 FPS constant. Ils ont aussi utilisé des IA pour les voix. Alors vous allez me dire, on est dans un monde robotique, machin, nana. Alors oui, mais non. Les joueurs disent que l'utilisation de l'IA a été faite de manière très 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 décevante et que les mots qui sont prononcés par les IA sont très souvent mal prononcés, en plus de ça. On a aussi des contrôles qui sont très mauvais sur le jeu, notamment certains contrôles à la souris, de ce que j'ai vu. Et donc voilà, au final, bah, en l'état, les critiques, elles sont même pas forcément toutes dirigées sur le fond, sur le gameplay, tellement en fait tout l'enrobage autour de base est juste catastrophique. Voilà. Donc si vous attendiez ce jeu, eh ben, c'est soit vous continuez d'attendre, dans l'espoir qu'il y ait des mises à jour. Alors là, ça relève de mises à jour colossales quand même, hein, pour remettre tout ça un petit peu correctement et que ça tourne à peu près bien. Soit je sais pas. Voilà. Ah, petite cerise, j'ai oublié de vous dire, il y a Easy Anti-Cheat sur le jeu. Allez, c'est cadeau. C'est cadeau, prenez votre anti-cheat, en plus c'est gratuit. Hein, voilà. Donc une fois de plus, je vous le dis, je vous le répète, je vous le dirai jamais assez, faites attention au décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on va vous teaser, ce qu'on va essayer de vous vendre, et le résultat final. Parce que là, une fois de plus, on se rend compte qu'on vit à une époque où le décalage entre ces deux éléments peut quand même être colossal. Et là, on est sur un jeu qui, je le rappelle, est édité par Bandai Namco. D'accord ? Donc, on pourrait s'attendre quand même à une meilleure qualité globale, je vous cache pas. Hein. Là, tous les problèmes qu'il y a, ça fait franchement tâche quand t'as un éditeur pareil qui soutient ton jeu, quoi. Voilà. Donc, prudence. C'est tout ce que je peux vous dire pour ce jeu. Donc voilà, ça c'était les deux gros AAA qui sont sortis cette semaine. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué en ce moment, on n'a pas des jeux à l'appel. Alors, c'est vrai qu'au mois de mars, on sera gâtés, il y en aura peut-être même trop. Mais là, c'est vraiment les jeux sortent un petit peu par petites doses, on n'est pas envahi par 4 tonnes de AAA. Voilà. Donc, c'est les deux seuls qu'on évoquera là ce soir.
Et donc, on va passer à la tech. Et la tech, j'ai deux petites news à vous montrer. Et comme je vous ai dit, c'est hors CES, parce que le CES, on l'évoquera la semaine prochaine, pour avoir le temps quand même de bien regarder ce qui a été présenté, faire des sélections. Je voulais pas vous faire ça à la va-vite, à sélectionner la veille pour le lendemain et tout. Je voulais quand même avoir le temps de regarder correctement ce qui a été présenté comme nouveauté, innovation ou quoi. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Alors, la première chose dont je vais vous parler, c'est un smartphone. Un smartphone qui s'appelle le iBreak Pro, qui a pour particularité d'utiliser une technologie qui s'appelle le e-ink. Concrètement, l'écran qu'il a est d'une taille de 6,13 pouces. Il est en fait constitué de millions de microcapsules en suspension dans un fluide transparent. Et donc, vous avez certaines de ces particules qui sont noires et qui sont chargées négativement, et d'autres particules qui sont blanches et chargées positivement. Et donc, chaque pixel de l'écran, il est contrôlé par un champ électrique, et ça va provoquer le déplacement de toutes ces petites particules pour pouvoir appliquer soit la couleur noire, soit la couleur blanche à l'écran. J'essaye de vous l'expliquer de la manière la plus simple possible. En théorie, ça va. Le téléphone est plutôt beau, je suis d'accord avec toi. Alors, le premier intérêt de cette technologie-là, c'est évidemment sa consommation d'énergie. Hein. Là où habituellement on se retrouve avec des smartphones qui consomment en permanence de l'énergie, et bien ici, il y en a besoin que quand les pixels ils changent d'état. Ils passent du noir au blanc ou du blanc au noir. Donc le smartphone, il a une batterie assez colossale hein, de 4500 mAh. C'est compatible avec la charge rapide, donc ça c'est cool. Et donc ça nous promet une autonomie qui serait quand même plutôt excellente. Hein. Le taux de rafraîchissement de l'écran, évidemment, il est lent, vous l'imaginez. Hein, on parle quand même d'une limitation à 1 Hz. C'est pas folichon, 1 Hz, on peut se le dire. Mais il y a un travail sur le processeur et sur le logiciel Android utilisé qui a été fait pour pouvoir justement maintenir une certaine fluidité de l'appareil au global. L'appareil, là, il propose quand même 8 Go de RAM, 250 Go de stockage. Il y a une caméra arrière qui fait 20 mégapixels, une caméra frontale qui fait 5 mégapixels. Donc c'est largement suffisant, hein, vraiment. Il prend en charge la 5G, le NFC, il a un lecteur d'empreintes digitales. Enfin, très sincèrement, il a tout ce qu'il faut, hein, tout ce qu'il faut, ce téléphone-là. Et donc, ça nous mène au deuxième intérêt de ce smartphone, c'est que finalement, ce qu'on peut décrire comme ses faiblesses, eh bien, et encore faiblesse, c'est limitations, ce qu'on peut décrire comme des limitations, eh bien, en réalité, ça peut faire en sorte de réduire totalement votre dépendance au smartphone. Et c'est ça l'objectif aussi. Donc, quand vous avez un téléphone comme celui-là, vous allez avoir moins envie de scroller pendant un temps infini euh, sur les réseaux. De la même façon, un téléphone comme celui-là, il n'est pas optimal pour regarder des vidéos ou pour jouer à des jeux parce que son taux de rafraîchissement, son temps de réponse, quand tu as un temps de réponse de 1 seconde à l'affichage, tu peux complètement oublier ce genre d'activité, c'est pas possible. Et donc, sur ce téléphone-là, on se concentre sur des tâches qui sont considérées comme beaucoup plus saines de manière générale, comme de la lecture, comme regarder ses mails ou faire de la prise de notes. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que ce téléphone-là, en plein soleil, il est exemplaire en termes d'affichage. Et au-delà de ça, eh ben, il va contribuer aussi à réduire votre fatigue oculaire, forcément, par rapport à un smartphone traditionnel où là, les écrans, c'est beaucoup plus agressif. Donc, évidemment, on est sur un produit
qui est de niche, mais dans sa conception, il est quand même plutôt original. Hein. Tu peux pas installer des jeux. Alors, tu peux, mais quand tu as un temps de réponse de 1 seconde à l'affichage, bah, c'est pas un... C'est pas un téléphone qui est optimisé pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Pour te faire comprendre, là, moi, actuellement, quand je joue sur mon PC, mon écran, il est capable d'afficher 240 images par seconde. Lui, va t'en afficher une. Tu vois la différence? Concrètement, pour te faire très très simple, pour l'œil humain, pour pas avoir la sensation, si tu veux, qu'il manque des images ou qu'il y a des saccades dans ce que tu es en train de regarder, il faut avoir un affichage, idéalement, à 60 images par seconde. Au-delà, bah c'est encore mieux, tu auras encore plus cette sensation de fluidité, que ça glisse, que c'est génial. Mais le minimum syndical requis, c'est 60 images. Là, tu es à une. Donc, tu joues pas tu joues pas à des jeux vidéo là-dessus. C'est pas conçu pour ça. Voilà. Donc, on est sur un produit de niche, original, et bon, on connaît pas encore son prix. On devrait l'avoir d'ici la mi-janvier, donc ça te dure pas très longtemps. Hein. Et quand vous allez sur le site officiel de la marque, là, actuellement, on vous propose de prépayer 5 $ pour pouvoir avoir une réduction de 30 $ au moment de la sortie du produit. Moi, je trouve ça un peu étrange parce que bah, quand le consommateur il sait absolument pas dans quelle fourchette de prix finale il se lance, c'est quand même compliqué de dire je paye 5 balles pour avoir 30 balles, mais imagine finalement le produit il est trop cher et je l'achète pas. Bon, j'ai payé 5 balles pour rien, c'est quand même dommage. Bon. Après, je pense que les gens qui se lancent là-dedans sont quand même assez sûrs d'acheter le produit, quoi. Donc c'est plutôt cool. Il y a quand même une version du téléphone qui a déjà existé avant. Et ouais, bah oui, il doit y avoir Kindle, je pense, oui, oui, là-dessus. Bah oui, oui, on le voit sur l'image d'ailleurs, mais là c'est adapté parce que c'est pour de la lecture. Donc vraiment, t'affiches une page, tu lis, tu changes de page, ça met 1 seconde à s'actualiser, bon, c'est pas dramatique, tu vois. C'est plutôt adapté pour ça. Même si après, là, on est quand même sur un smartphone, on n'est pas sur une liseuse. Et il y a un format, ce type d'appareil, cette marque-là propose aussi des liseuses. Donc après, à voir peut-être ce qui te paraît plus adapté, tu vois. En théorie, la liseuse sera mieux si vraiment tu veux t'en servir que pour ça. Et qu'en plus de ça, toi, tu as ton smartphone de base de toute façon, voilà. Et oui, il y a YouTube, en fait, il y a tout. Hein. Il y a le Google Store, en fait. Hein. C'est un appareil Android, t'as tout comme n'importe quel appareil Android, juste, bah, il y a des activités qui sont mieux à faire que d'autres. Voilà. C'est quoi Kindle? Kindle, c'est... comment te dire? C'est une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir acheter des livres, mais en version dématérialisée. T'as pas le bouquin dans la main, t'as le bouquin qui va s'afficher en fait sur ton écran, tu l'achètes, et tu peux le lire directement voilà, sur ton écran en format numérique. Et ça appartient à Amazon, Kindle, si je dis pas de bêtises. Et voilà, ça te permet d'acheter des livres comme ça. L'avantage, c'est que tu n'as pas le livre en format physique qui te prend de la place. Quand tu vas être une personne qui lit énormément, on le sait, c'est une passion qui, malheureusement, prend très vite beaucoup de place quand tu commences à cumuler des livres chez toi. Et ça peut être une solution pour lire beaucoup sans s'encombrer. Après, je te cache pas que les vrais amoureux du livre, de manière générale, te diront toujours que cette sensation d'avoir le livre dans les mains, l'odeur du papier, etc., c'est différent. Et évidemment, je pense que n'importe qui préfère avoir le bouquin dans la main, mais ça peut être une solution aussi de dépannage pour certains bouquins, de dire, bon, je le lis comme ça,
et je m'encombre pas, tu vois. Et accessoirement aussi, si tu es quelqu'un qui voyage énormément, qui se déplace beaucoup, etc., bah, une fois de plus, des livres, c'est quand même très encombrant, c'est lourd, c'est tout ce que tu veux. Et bah là, tu peux te charger autant de livres que tu veux dans ta liseuse. Hop, tu mets ça dans le sac, tu pars avec et tu lis autant que tu veux. Donc, il y a un vrai intérêt. Je trouve que c'est des chouettes plateformes. Après, voilà, ce sera toujours mieux, évidemment, d'acheter ses livres en librairie. Ça aussi, on ne le dira jamais assez. Je suis pas une amoureuse de la lecture, mais il faut soutenir, évidemment, les petites librairies. Et puis, dans la mesure du possible, au maximum, acheter ses livres en librairie. Voilà. Donc, je vous disais, il y a quand même une autre version de ce téléphone qui a existé dans le passé. C'était pas une version pro et elle était à 249 $. Donc, ça peut donner une idée générale quand même du prix. Et sachez qu'il y avait aussi une version couleur qui était à 279 $. Donc, seulement 30 $ d'écart entre les deux versions. C'est quand même pas. Voilà. Donc, on peut imaginer que pour cette version pro, il puisse y avoir aussi une déclinaison. Pourquoi pas une version couleur? Mais voilà, c'est à voir, à surveiller si éventuellement ce type de produit peut vous intéresser, pourquoi pas. En tout cas, moi je trouve que c'est un chouette projet, voilà, un chouette outil pour justement, bah voilà, si t'as pas envie de passer ta vie entière sur le téléphone, et bah c'est quand même un téléphone qui a des vraies capacités, une vraie puissance, etc., où tu pourras faire toutes les choses de base, mais c'est un téléphone qui va pas t'encourager à rester dessus à l'infini. Donc ça peut être une bonne solution pour quelqu'un qui veut essayer de se détacher un petit peu de son téléphone s'il a l'impression qu'il est quand même un peu trop dessus. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette news. C'est tout, c'est tout. Donc on va passer à la deuxième. Alors la deuxième, elle est marrante. La deuxième, elle est marrante. Je suis tombée là-dessus. J'ai dit, oh là là, c'est génial. Donc regardez. Voilà, vous comprenez pas trop, vous vous dites pourquoi elle nous parle de Doom et de CAPTCHA dans la même phrase. Alors je m'explique. Je m'explique. Vous connaissez tous le système CAPTCHA, ce truc qui est un petit peu usant à la longue, là, qui permet de différencier un humain d'un robot de manière automatisée. On vous demandera souvent d'écrire soit une séquence de chiffres et ou de lettres, ou alors on vous posera une question sur des images qui sont affichées ou quoi, pour passer ce petit test CAPTCHA avant d'avoir accès à du contenu. Et donc, il semblerait que maintenant, on va pouvoir vous défier de faire une petite partie de Doom dans un moment difficile du jeu pour passer un CAPTCHA. Voilà. Donc Doom, qu'est-ce que c'est? C'est un FPS, c'est assez vieux, ça date de 93. Ça a mon âge, un an près. C'est assez vieux. Et donc pour les connaisseurs, eh ben, y a une sorte de running gag un petit peu où Doom, on essaye de le faire tourner à peu près sur tous les appareils qui passent, hein, de manière un petit peu insolite. Vous pouvez le voir sur l'écran d'un frigo, sur une caisse enregistreuse de McDo, sur un aspirateur intelligent, un toaster, de tout ce que vous voulez. Les gens essayent de faire tourner Doom absolument de partout. Et donc là, l'expérience CAPTCHA qu'on vous propose, je vais vous mettre le lien. Si vous voulez le lancer à côté et en même temps juste pour vous rendre compte. Donc voilà le lien. Donc l'expérience CAPTCHA qu'on vous propose, c'est beaucoup d'ennemis, une arme, 100% de santé et aucune armure. Voilà. Donc c'est l'affichage exact que vous voyez là, hein. Donc il y a certains testeurs qui rapportent que il leur a fallu quand même quelques essais avant de réussir parce qu'il y a vraiment beaucoup de monstres. Et donc bah voilà, si vous avez envie de tenter, regardez. Vous allez tomber sur cette image là. Et donc vous avez juste à cliquer sur l'image du jeu pour démarrer. Ça se joue avec les flèches directionnelles du clavier pour pouvoir se déplacer et la barre d'espace pour tirer. C'est tout. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez drôle. Bon, on va pas se le cacher, ça peut être un petit peu frustrant malgré tout. Si vous êtes un petit peu pressé là et que vous avez un CAPTCHA Doom qui vous empêche d'accéder
Ah, ça peut être compliqué, hein, d'accord. J'ai testé, évidemment. Bon, moi, ça m'a pris 4 essais pour réussir, hein, un petit temps d'adaptation, voilà. Ça m'a pris 4 petits essais, bon, pourquoi pas. Il faut que vous réussissiez à tuer au moins 3 monstres, hein, pour que le captcha soit validé. Mais voilà, j'ai trouvé l'expérience assez sympathique. Mais euh, bon, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne le passent pas, ce captcha. Et ça peut être un vrai problème. Parce que du coup, comment on fait? J'ose espérer que ceux qui veulent le mettre en place et l'utiliser sur leur plateforme, ils mettront un roulement quand même, ou peut-être en actualisant là-bas en bas à gauche, là sur le petit bouton, tu peux tomber sur un autre captcha qui soit plus adapté. Parce que si tu restes bloqué là-dessus et que tu peux pas accéder au contenu, c'est quand même c'est hilarant, quoi. Enfin, je voudrais être une personne derrière l'épaule de quelqu'un qui essaye et qui n'y arrive pas. Je pense que je suis pliée en deux de rire, quoi. Mais en tout cas, voilà, si vous essayez, vous allez voir, quand vous commencez à avancer, il y a 4 tonnes de mobs qui vous tirent dessus. Personnellement, ma stratégie, ça a été de très légèrement avancer et reculer jusqu'au point de départ, et de loin essayer d'en shooter 2 ou 3. Voilà. Mais en fait, si vous avancez, là par rapport à l'image qui est affichée, si vous avancez sur la gauche, il y a une sorte de gigantesque cage où il y a je ne sais combien de mobs qui vous tirent dessus. Il y en a d'autres aussi qui arrivent par la droite de l'image. Enfin, effectivement, il y en a beaucoup. Je pense que oui, c'est une section du jeu qui doit être un petit peu compliquée, d'autant plus quand là, vous n'avez pas d'armure en fait. Vous avez 0% d'armure. Donc, moi, ma technique, ça a été ça. C'est quelques petits pas en avant pour vraiment trigger les monstres, et reculer au max et essayer de shooter de loin, sachant que eux aussi ils vous shootent de très loin, hein. Donc en plus de ça, faut quand même faire attention, faire des petits décalages. Mais voilà, j'ai passé 5 minutes adorables, j'ai beaucoup aimé l'expérience, donc je voulais vous la partager. Mais sachez que c'est le genre de choses sur lesquelles des gens travaillent actuellement pour les captcha. Voilà. Bon, on va passer à la suite de notre programme et on arrive déjà aux indépendants. Et donc je vais avoir combien? 1, 2, 3 jeux indépendants à vous présenter là ce soir. Donc c'est parti. Alors, premier jeu. Alors là, vous allez me dire, oui, non mais Yellow, oui, c'est un jeu de type gacha. Vous vous en doutez immédiatement au démarrage du trailer. Pourquoi? Parce que ça vous fait penser à Genshin Impact. Évidemment, ça saute aux yeux, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on n'est même plus du tout surpris, quoi. Bon. Donc vous êtes dans un monde ouvert, qui est futuriste, post-apocalyptique, même si comme ça on dirait pas, mais c'est post-apocalyptique. Et concrètement, il y a une catastrophe qui a causé l'anéantissement d'une grande majorité de l'humanité. Ça a permis à des monstres d'apparaître. Donc l'humanité s'est adaptée, tant bien que mal, elle s'est reconstruite. Et vous allez incarner un personnage qui s'appelle Rover, qui est amnésique, et qui va découvrir le monde en étant surveillé de près, de très très près, comme on peut s'en douter, parce que bon, disons que c'est pas bien normal qu'il soit là, quoi. Voilà. Et vu qu'il essaye de gratter des infos, de comprendre, voilà. Ben, en général, on n'aime pas trop les fouineurs, hein, donc vous imaginez bien que il risque d'avoir un petit peu du monde à ses trousses. Je laisse le trailer se terminer, il nous reste une petite quinzaine de secondes, je vous laisse voir jusqu'au bout. Mais les images sont vraiment très 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 cool. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'aime bien ce que je vois, en tout cas. J'aime beaucoup ce que je vois. Alors, oula, attendez, j'ai mon texte qui est écrit en minuscule, je vois bien, mais quand même, faut pas déconner. Hop. Alors, le jeu.
il met l'accent sur son système de combat. C'est vraiment très axé là-dessus. Les personnages, ils ont des compétences qu'ils peuvent utiliser à des moments précis du combat, en fait. Vous avez des compétences d'introduction, des compétences de fin de combat. Vous allez pouvoir aussi équiper des échos qui vous donnent accès à des transformations. Et donc, vous avez plusieurs personnages dans votre équipe. Ça implique de jouer de manière stratégique pour créer des choix de combos, d'habilités qui peuvent être standards, passives, des ultimates. Vous avez aussi des compétences aériennes. Et le jeu, il joue aussi sur la verticalité des combats. Voilà. D'où les compétences aériennes. Il y a un autre point qui me plaît beaucoup, c'est les capacités de mouvement des... Enfin, qui plaît beaucoup aux joueurs. Moi, je ne sais pas, je n'aime pas... Voilà. Qui plaît beaucoup aux joueurs, c'est les capacités de mouvement des personnages. Ils peuvent courir sur des murs. Ils ont une endurance infinie, et ça rend l'exploration particulièrement agréable. Hein. Il y a beaucoup de choses qui seront à récupérer dans l'environnement, à la même manière qu'un Genshin Impact. Donc, on dit franchement pas non à de bonnes, voire très bonnes capacités de déplacement quand on se retrouve dans des scénarios un petit peu comme ça. Donc ça, c'est un très bon point aussi. Là où le jeu, il va un petit peu pêcher, c'est du côté de son histoire. On a des retours qui sont assez mauvais, notamment sur le début du jeu. Quand même assez dommage, hein. Un début de jeu, c'est ce qui est censé vous donner envie de continuer, finalement. Donc, un peu tristoun quand même là-dessus. On a des joueurs qui s'ennuient, avec des choses qui manquent de sens, des quêtes annexes qui sont pas particulièrement intéressantes. Et de manière générale, les choses, elles tardent un petit peu trop à se mettre en place et à vraiment accrocher le joueur. Donc, il faut voir ça un petit peu comme un très mauvais moment à passer, a priori, on peut dire, parce que les joueurs disent quand même que les arcs qui sont développés dans le jeu peuvent par contre proposer des scènes incroyables et qui vont être là, par contre, particulièrement captivantes. Donc, ouais, c'est pour ça que je vous dis mauvais moment à passer, parce que c'est vraiment ce qui pour moi est ressorti au global. À chaque fois que je lisais un petit peu ce que les gens pensaient du jeu, ça démarrait toujours très mauvais, et puis il y avait un effet un peu waouh, ça y est, c'est cool, c'est bien à un moment donné. Donc, faut prendre son mal en patience. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Des beaux visuels, le style de combat qui est jugé assez brillant en réalité par les joueurs. Il y a des timings à respecter, il y a des mécaniques de pari, de dodge, des attaques spéciales, et tout ça, ça demande quand même un petit peu de temps pour être maîtrisé, et je dis bien maîtrisé. Et vous avez le côté gestion d'équipe, qui soulève aussi quand même des vraies questions en termes de stratégie. Et vous avez des outils qui sont disponibles sur la map qui sont très bien pensés, notamment pour avoir un farming facile. Ça aussi, on apprécie en général dans ce genre de jeu, tellement il y a des trucs à aller récupérer à gauche, à droite, et on se retrouve avec des maps qui sont absolument minées de composants et autres. Donc, farming facile, on est content. Voilà. Donc, si vous voulez tester, le jeu, il est gratuit, donc clairement, il ne faut pas hésiter. Hein. Si vous sentez que potentiellement ça peut vous plaire, parce que les jeux de ce genre-là... ça vous correspond. Si vous avez rien contre les gachas, évidemment, on va pas se refaire le débat des gachas. Juste, soyez intelligent et gardez vos cartes bleues dans vos poches et appréciez le jeu sans avoir besoin de la sortir. Parce qu'il y a matière à. Donc si vous avez rien contre les gachas et que vous avez envie de tenter l'aventure, bah c'est gratuit. Voilà. Donc faites-vous plaisir. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Wuthering Waves. Voilà. Bon, on passe à la suite. Deuxième petit indépendant pour ce soir. C'est pareil, ça vient de sortir, c'est tout frais. C'est là, c'est dans la semaine, quoi. Hein. Il y a quelques jours. Un nouveau jeu qui est sorti qui s'appelle Project Tower. Alors, Project Tower... Eh bien, figurez-vous que c'est un jeu vidéo d'un studio français qui s'appelle Yummy Games, donc ça déjà c'est cool, on est content, cocorico.
C'est un jeu de tir à la troisième personne et on va pouvoir dire quand même très rapidement, en regardant les images, qui nous fait penser à un jeu. Et oui, quand vous voyez ça, si quand vous voyez ça, vous pensez pas à Returnal, il y a un problème. Donc, on connaît tous, évidemment, la qualité de Returnal. Vous savez que c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement, Returnal. Donc, ben, on va voir si la comparaison, elle est rude ou pas pour les joueurs. Donc, attention par contre, ici, Project Tower, c'est un jeu d'action-aventure. Ce n'est pas un roguelike, et c'est quand même important de le préciser, d'accord Un petit peu d'histoire. Dans ce jeu-là, on va nous plonger dans un monde où l'humain, il est devenu prisonnier et esclave d'une race extraterrestre qui s'appelle les X. Et donc, l'humain, il se retrouve réduit à un sujet d'expérimentation et il participe à ce qui s'appelle le Project Tower. C'est un programme qui les oblige à gravir une tour qui est meurtrière. Tout ça pour mériter d'être libre. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, enfin vraiment, on va dire, Returnal, quoi. Enfin, est-ce que vous imaginez ma réaction, mes yeux, quand j'ai vu ça? Parce que quand tu aimes d'amour Returnal et que tu vois ça, bon, déjà, le premier mot qui te vient à l'esprit, c'est pas inspiration, c'est plagiat. Mais ça, on en parlera après. Alors, au niveau du gameplay, c'est du tir à la troisième personne. C'est du bullet hell, évidemment, vous l'avez vu. Mais il y a une mécanique supplémentaire, en fait, qui a été ajoutée dans ce jeu-là, c'est la capacité à se métamorphoser en différentes créatures. Et ça permet d'obtenir certaines capacités, comme par exemple la possibilité de planer. Vous avez les différents étages de la tour qui vont vous proposer des énigmes, qui elles-mêmes cachent plein de secrets qu'il va falloir découvrir. Et donc, bon, je suis allée voir un petit peu, quand on regarde les reviews. Alors, au moment où j'ai regardé, il y en avait 30. Je sais pas combien il y en a actuellement sur Steam. Mais quand moi j'ai regardé, il y en avait 30 et elles étaient à 93% positives. Donc, est-ce que vous pouvez me dire là juste à combien elles sont, Project Tower? Voir si ça a évolué dans le bon ou dans le mauvais sens depuis que j'ai préparé ça. Parce que bon, 30, on peut pas dire que c'est beaucoup, mais en tout cas, c'est un premier accueil chaleureux, on va dire, de la part des joueurs. Dans les critiques, en fait, il était dit que les contrôles, ils étaient précis, que le jeu répondait très bien, que l'environnement était beau. Il y avait quand même beaucoup de choses positives qui ressortaient. On dit aussi que le jeu, il est assez court, mais bon, la qualité prévaut sur la quantité, de manière générale, là, pour les joueurs. Il faut compter à peu près 3 heures pour arriver au bout de l'aventure, en fonction du niveau de jeu. Donc, oui, là, à ce moment-là, je peux comprendre les quelques petites remarques qui peuvent être faites par rapport à la durée de vie, notamment par rapport au prix du jeu. Enfin bon, éternel débat, à quel moment on considère que tel prix, c'est tant d'heures de jeu, machin, hein, ça, c'est... Tout le monde va avoir des fourchettes un petit peu différentes. C'est assez compliqué en réalité comme débat. Et, et d'ailleurs, je trouve qu'on n'aura pas la même logique qui va s'appliquer à tous les jeux. Très sincèrement, moi, il y a vraiment... Très souvent, je préférerais avoir des jeux plus courts, mais bien plus quali que ce qu'on a. Les aventures trop longues, qui vraiment qui traînent en longueur, ou qui nous proposent des choses annexes qui sont pas passionnantes, etc., etc., très sincèrement, moi, je m'en passerais bien. Et je trouve que ce contenu-là, qui finalement n'est pas fou, devrait même pas exister juste pour pouvoir justifier d'un prix. C'est mon avis. Et vous pouvez avoir un avis différent sur la question. Alors, il y avait des commentaires négatifs quand j'avais regardé. Et donc, ces commentaires négatifs, ils venaient de personnes qui ont adoré Returnal. Donc, potentiellement, c'est ceux qui m'intéressent le plus. Étant moi-même adoratrice de Returnal. En tout cas, ça correspond peut-être plus à l'œil que moi j'aurais eu pour le jeu.
Donc, je suis allée voir un petit peu sur Steam et au-delà, j'ai regardé des reviews de gens sur YouTube et tout. J'ai pu lire que les ennemis, de manière générale, manquent, que le potentiel des armes, il est un peu mal exploité, qu'on a certains patterns de boss qui peuvent être particulièrement frustrants, et que, si vous voulez, dans cette limite un peu fine qu'il peut y avoir entre un combat tactique qu'il faut maîtriser ou un combat unfair, oui, on sort le U-word, le combat unfair, et ben là, il semblerait que le jeu il joue un petit peu avec cette limite, vous voyez? Un peu trop. Voilà. Donc ça peut être un peu triste parce que vous l'avez vu, dans Returnal, les patterns sont extrêmement intelligents dans leur conception. Tout est parfaitement esquivable. Si vous prenez quelque chose, c'est clairement de votre faute, c'est pas de la faute du jeu. Voilà. On peut le dire sans aucune pression. Returnal est particulièrement bien calibré, c'est une merveille en termes de pattern de combat. Donc, toujours un petit peu difficile de se heurter à un concurrent pareil. Hein. Toi, tu débarques avec ton petit jeu indépendant, alors que Returnal existe, c'est difficile. C'est difficile. Il copie mais sans avoir compris la racine. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il semblerait qu'il y ait... Bah, il semblerait que ce soit pas aussi parfait dans l'exécution, tout simplement, que Returnal. Après, ben, on n'est pas sur les mêmes échelles, on n'est pas sur les mêmes budgets, on n'est pas, tu vois... Returnal, tu le vois que tu es sur un budget triple A, le jeu, il est... Ah. Alors oui, c'est Housemarque, hein, mais quand tu regardes le jeu, tu pourrais même me dire c'est un quadruple A, ça me choque pas, tu vois, tellement Returnal, je le trouve exceptionnel. Et c'est pas la même taille d'équipe aussi. Là, sur Project Tower, de mémoire, de ce que j'ai lu, je crois qu'ils sont 4 sur le jeu. Oui, mais attention, la conception d'un combat de boss, c'est pas tellement une question de budget. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai. Mais il y avait peut-être moins de cerveau pour réfléchir à la conception des combats de boss. Et si la conception des combats de boss reposait sur une seule personne, et que cette personne-là n'a peut-être pas le recul nécessaire pour se rendre compte que ce qu'il a fait, c'est peut-être pas top, ou qu'il faudrait l'améliorer, ou voir les choses sous un autre angle, ou... Peut-être que ça, par contre, ça peut jouer. Tu vois, la taille de l'équipe, etc., etc. Le nombre de perdus que tu vas pouvoir mettre sur ton projet. Ça, je pense que ça peut peut-être faire une différence, ouais. Ouais, ouais. Où est-ce que j'en étais? Oui, dans les choses qui sont évoquées aussi par les joueurs. On a des environnements qui sont changeants, avec des plateformes qui n'apparaissent pas quand on est métamorphosé. Et donc, ça transforme un petit peu le jeu en un jeu de mémorisation, finalement. Ça provoque des morts qui sont inutiles, qui sont frustrantes, et ça, évidemment, très clairement, on pourrait s'en passer. Hein. Donc, si vous voulez, il va y avoir des nuances entre les joueurs de Returnal et les autres face à ce jeu. Les nuances sont quand même colossales, parce que quand à la base je vois 93% d'évaluation positive, à mon avis, c'était pas des joueurs de Returnal, et c'est pour ça que je vous demandais, je sais pas si vous pouvez juste me donner cette info-là sur Steam, à combien d'évaluation il est le jeu là actuellement, pour voir la différence par rapport à quand moi j'ai regardé. Parce que je pense que si les joueurs de Returnal sont venus mettre leur grain de sel, théoriquement, le, le pourcentage a dû baisser. En tout cas, de ce que moi j'en ai vu, des aperçus que j'ai pu voir, des reviews de joueurs sur YouTube et tout, et qui expliquaient vraiment leurs propos, qui disaient pas juste des choses en l'air comme ça. 93% pour moi, c'est trop. 84%, 38 reviews. Voilà.
Donc, il y a quand même 8 reviews de plus par rapport à quand moi j'ai regardé et on a dégringolé de presque 10%, à 1% près. Donc, c'est beaucoup. Donc, je pense que les adorateurs du genre commencent à arriver et à mettre un peu en review les quelques défauts qu'il peut y avoir qui, quand même, ont leur importance, quoi. Bon. Dans tous les cas, moi, je me dis, mon instinct, c'est de me dire que potentiellement l'avis des joueurs de Returnal, il va être un peu plus étoffé quand même sur le sujet, et j'aurais vraiment tendance à les rejoindre, je pense. Après, on n'est pas à l'abri qu'un joueur de Returnal puisse dire de la merde. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je pense que la critique sera peut-être plus nuancée, adaptée de la part de quelqu'un qui vraiment a poncé Returnal. Voilà. Je pense qu'il commence à souffrir de la comparaison, peut-être légitimement. Ouais, voilà. En gros, c'est ça. Donc voilà, moi, pour être parfaitement honnête avec vous, le jeu, il me fait envie, juste parce qu'il me fait penser à Returnal, en fait. Donc, quand je vois les images, j'ai un petit peu ce sentiment, à cause de l'ambiance, des visuels, de l'univers, d'être sur plus qu'une simple inspiration. Parce que les développeurs, ils disent qu'ils se sont inspirés de Returnal. Vous voulez que je vous remette le trailer pour voir l'inspiration? Parce que bon, alors je vais pas vous le remettre, mais l'inspiration. Tu te retrouves sur un endroit, il y a une tour, des aliens, machin, l'ambiance même, tout rappelle Returnal. T'as l'impression que le jeu, il manquerait de sa propre identité. Voilà. Je dirais que c'est ça. Et donc, en partant de ce constat-là, eh ben, pourquoi jouer à Project Tower plutôt qu'à Returnal? C'est ça ma question. Prendre ton inspiration de quelque chose, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas... Voilà. Mais il y a inspiration et plagiat. Il y a inspiration et mon jeu n'a plus d'identité parce que je me suis trop inspiré et qu'au final, mon jeu, c'est l'autre jeu. Mais en moins bien, en plus de ça, alors c'est une catastrophe. J'ai déjà eu ce sentiment quand un jeu te fait penser à un autre, en vrai, t'es juste nostalgique du jeu de base et donc tu vas y jouer. Le jeu qui t'y fait penser va forcément te décevoir. Bah voilà. Et bah là je pense que tu vois, si en l'espace de un jour et demi, les évaluations ont déjà dégringolé de 10%, c'est que peut-être ça va même encore empirer et baisser encore sur ces arguments-là. Voilà. Vraiment. Donc voilà, moi je reste curieuse. C'est un jeu que j'imagine on testera sûrement dans l'année, à un moment ou à un autre, quand il sera en promo ou quand j'aurai le temps, j'en sais rien. Je suis quand même un peu curieuse. Peut-être que dans le fond, il est quand même sympa ce jeu. Tu vois, j'ai pas non plus envie de faire une croix dessus sous prétexte que c'est trop comme ceci ou comme cela. Peut-être qu'il y a des choses un petit peu maladroites. Après, peut-être qu'il peut y avoir aussi des mises à jour entre-temps qui vont modifier des choses et peut-être que quand je le testerai, ce sera un peu mieux, ou voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, le jeu existe, et il a pas l'air mauvais, mais bon, après, il faut dire qu'il est bien inspiré aussi. Voilà. Parce que très sincèrement, quand vous y réfléchissez comme ça, là, juste vite fait, je vous dis Returnal et je vous demande un concurrent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient? Parce que éventuellement, on pourrait penser à quoi? Nier Automata? Dans l'aspect Bullet Hell, un peu? Peut-être? Dites-moi si je suis en train de dire une énorme connerie, hein, surtout n'hésitez pas. Euh, Peut-être Nier Automata? Mais en fait, à part Nier Automata, là, comme ça, j'ai rien qui me vient. Sachant que, bon, Nier Automata, ça commence à dater. Mais en fait, j'ai l'impression que on n'a vraiment pas de jeux qui ont ce type d'exécution. Pour les combats, le bullet hell, c'est vraiment pas répandu. Et vraiment, il n'y a rien qui me vient. Donc,
J'irais presque jusqu'à considérer Returnal comme un pilier récent, on va dire, du genre. Je pense que Returnal devient un point de repère, quoi. En vue TPS, il n'y a pas grand-chose de comparable. Ouais, voilà, c'est ça. Donc pour moi, Returnal est un pilier. Un pilier moderne du genre. Donc, c'est compliqué de se mettre en face de ça, quoi. Donc on verra. À la limite, en vue FPS, il y en a quelques-uns, et encore. Ouais, bah tu vois, vraiment, sur l'aspect bullet hell, moi, il n'y a rien qui me vient. Après, vu que les FPS, je peux pas non plus trop y jouer, ça aide pas. Ça aide pas à avoir des références comme ça, mais bon, quand bien même, il n'y a rien qui me vient. Bah ouais, le gerbotron, bah ouais, moi je suis une sickness, j'y peux rien. Mais bon, voilà, je voulais quand même vous en parler, déjà parce qu'en plus, c'est indépendant, en plus de ça, c'est français, et l'initiative en soi n'est pas mauvaise, et il faut quand même pas oublier que on a beau les comparer les deux, parce que évidemment, visuellement et dans l'univers, on ne peut faire que ça, c'est les comparer, de manière très naturelle, faut quand même pas oublier que Returnal est un roguelike que, bon, la nuance est faible, pour le coup, mais celui-là, c'est pas du tout un roguelike. On est sur de l'action-aventure. C'est quand même un très gros point de différence malgré tout. Bon, je passe à la suite, et la suite, c'est notre dernier jeu indépendant de ce soir, parce qu'on va déjà arriver à la fin. Bah ouais, vous vous rendez compte, ça va vite, hein. Ça va vite. Et ce dernier jeu, c'est Sea Fantasy. Alors, c'est un action RPG, et là, Malcave se prépare. Parce que c'est un action RPG très original. Et franchement, même moi, quand je l'ai vu celui-là, tu vas voir. Action RPG. Donc, on va vous annoncer une fin du monde imminente. Jusque-là, on n'est pas forcément surpris. Porte-monnaie, peut-être. On n'est pas forcément surpris, fin du monde imminente, on a l'habitude. Et la surprise, elle arrive après. D'accord? Bon. Quand vous voyez les images, vous pourriez plus ou moins immédiatement penser un petit peu à Final Fantasy ou Dragon Quest. Ouais, c'est joli. Mais vous allez voir en fait que la comparaison, elle va quand même très vite s'arrêter. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas énormément de combats. En réalité, il y a une autre mécanique qui est bien particulière, c'est que vous allez devoir pêcher ce qu'on appelle des seas, S-E-A, et après en majuscule A-Z, des seas, dans un monde très vaste de pixels, et votre objectif, ça va être de sauver le monde. Alors oui, sauver le monde en pêchant, c'est un concept. Allez-y, bon, c'est original. Donc, pour ce qui est de la pêche en elle-même, vous allez être dans l'action, vous allez devoir jouer sur des bons timings pour pouvoir réduire la santé des poissons et pour pouvoir les attraper. Pêcheur sauveur de monde, j'achète. Mais bien sûr, t'achètes, l'idée est trop bonne. Donc, les poissons, ils vont vous donner des matériaux un petit peu diversifiés. Et à partir de ces matériaux-là, vous allez pouvoir crafter des nouvelles cannes à pêche, des nouveaux hameçons. Vous avez plus d'une centaine de créatures marines qui sont disponibles, et vous allez devoir essayer d'en attraper évidemment un maximum. Voilà. Au niveau de l'exploration, vous allez avoir un bateau avec lequel vous allez pouvoir aller et venir librement où bon vous semble, et vous allez aussi pouvoir accoster sur des îles. Et sur ces îles-là, vous allez trouver des donjons. Et vous allez essayer de trouver quelques trésors au passage. Vous ferez attention évidemment aux pièges, parce que qui dit donjon dit piège, évidemment. On vous promet aussi malgré tout, une histoire qui va être épique, hein, parce que mine de rien, il y a la destruction du monde qui est imminente, hein, je vous l'ai dit au début si vous avez oublié. Et donc, voilà, on n'a pas particulièrement d'informations de ce côté-là. Les développeurs ont été un peu avares en informations par rapport au lore. Je pense que c'est une volonté, tellement le concept de base est déjà original, ce serait quand même dommage de trop en dire, je trouve. Voilà. Donc il va falloir découvrir, tout simplement. Moi j'aime beaucoup ce que je vois, et j'aime beaucoup l'idée, en tout cas. Donc, par rapport aux commentaires, quand j'ai regardé, on était à 75% d'évaluation positive pour 74 évaluations.
j'ai remarqué immédiatement une chose, c'est qu'on a une petite concentration d'évaluation négative de la part des joueurs chinois, qui se plaignent des traductions, principalement. Quelques soucis de performance et un manque de profondeur dans le jeu. Le problème, c'est que, bah, évidemment, quand t'es sur des JRPG comme ça va être plus difficile, je pense, de conquérir le cœur du public chinois qui est miné de ce genre de jeu, plutôt que nous. Voilà. Le jeu se prend des négatifs pour rien. Bah, rien, ça dépend où est-ce que tu places ton intérêt, on va dire. C'est toujours un petit peu pareil d'une personne à une autre. Il y a des choses qu'on va trouver plus ou moins acceptables. Peut-être que pour eux, se dire qu'il y a des problèmes de traduction pour un JRPG, c'est peut-être pas très normal. Je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Et donc, bah, pourtant, du côté de l'Occident, eh ben, on arrive totalement à apprécier le jeu. Les gens disent qu'il est incroyable, qu'il est addictif, que les batailles de pêche, elles sont plutôt fun, que la boucle de gameplay, elle est rapide, elle est satisfaisante. On pointe aussi quand même quelques problèmes de traduction, côté Occident, mais si vous voulez, pas au point d'aller mettre une évaluation négative. Donc moi, je pense que c'est vraiment un délire où les attentes sont pas les mêmes, parce que le constat, il est quand même assez tranché. Voilà. On est toujours à 76% avec 148 évals, absence de vie dans le monde. Ouais, donc je crois que je l'ai cité. Ouais, manque de profondeur, ouais, voilà. Problèmes de dialogue, même en anglais, reviennent beaucoup. Voilà, donc les traductions et tout ça, et l'Occident le dit aussi, ça, pour le coup, sur l'anglais. Il y a des petits soucis. En tout cas, c'est des choses qui peuvent se corriger avec des patchs. On n'est pas sur des problèmes qui relèvent des fondations du jeu, on va dire. Et, voilà. Donc, bah, faut peut-être attendre quelques mises à jour, là, suite au lancement. Parce que pour moi, des problèmes de traduction, ça se règle sans trop de problèmes, hein, voilà. Pour ce qui est des performances, bon, il y a peut-être un tout petit travail à faire, mais ça n'a pas l'air non plus d'être très méchant, on va dire, voilà. Mais en tout cas, le jeu semble réellement bon, quoi. Voilà. Donc, à vous de vous faire votre avis. Je pense qu'on peut attendre un petit peu, mais très sincèrement, même moi, il m'a titillé, alors que vous le savez très bien, c'est pas forcément le genre de licence vers lesquelles je me tourne en général. Mais là, quand j'ai vu cette histoire de pêche, de machin, là, et puis dans le trailer, tu vois quand même malgré tout des combats. Non, je sais pas, ça avait l'air sympa, quoi. Il a tendance à être comparé à River King sur Game Boy Color, qui était aussi un ovni de ce genre. Je trouve que si Fantasy va plus loin dans son aspect RPG, j'aurais tendance à lui donner sa chance. Bah moi aussi. J'aurais tendance à lui donner sa chance aussi. Donc je pense que ce jeu, je vais le surveiller. Et que peut-être un de ces quatre, il pourrait pop de nulle part, on ne sait pas quoi. De toute façon, vous le savez, ici, les jeux indépendants, c'est toutes les semaines. Hein, donc, voilà. On ne sait pas. Peut-être. Mais voilà, en tout cas, on arrive à la fin de l'émission de ce soir. Et oui, déjà. Déjà, on aura mis 1 heure. 1 heure d'émission. Incroyable. Il n'est pas très cher, ça joue en sa faveur. Alors, je t'avoue que j'ai plus le prix en tête. J'ai plus du tout le prix en tête. C'est quoi, une quinzaine d'euros, peut-être? Quelque chose comme ça? Faut attendre peut-être qu'il aura des évaluations positives. Oui, oui, oui. Bon, franchement, il en a déjà, hein, mais 14,79 moins 10%, ouais, bah voilà. Je pense que de toute façon, il les vaut, quoi. Je pense qu'il les vaut. Bon, bah voilà, hein. C'est fini pour ce soir, hein. C'est fini, donc on passe à vos sujets. Si vous voulez discuter de trucs, c'est maintenant. Voilà. Bon, alors moi, je peux quand même mettre un sujet sur la table. On a vu des nouvelles. Oh non, c'est trop. Attends, j'affiche le chat. Non, non, non. Non,
Ubisoft, non, je déconne. Alors, j'allais dire justement que on a eu des nouvelles images pour Assassin's Creed. Et le jeu est décalé encore d'un mois. Et voilà. Ben oui, non, mais comment ne pas en parler? Enfin, je veux dire, c'est quand même assez fou. Enfin, je trouve qu'on en arrive à un point où, très sincèrement, le report, tu peux plus. Tu ne peux plus mal le prendre. Tu vois? C'est ça qui est génial. Vraiment, tu ne peux plus mal le prendre. Donc, bon, bah moi, ça m'est passé au-dessus. Euh, Assassin's Creed Shadows, je le ferai. Je le ferai via le pass, là. Enfin, quand tu prends le EA Pass, t'as le jeu qui est inclus, ça te revient à 8 ou 9 balles et tu peux faire le jeu. Enfin, voilà. Donc, moi, je le ferai de cette manière-là, mais je le paierai pas plein pot, ça, c'est sûr et certain. Euh, mais je le ferai. Je le ferai pour la science, je le ferai parce que on peut pas en avoir autant parlé. Et puis moi, Assassin's Creed, c'est une licence que j'aime bien dans l'absolu, donc on peut pas avoir fait tout ça pour au final ne pas tester le jeu quand même. Ce serait terrible. On te promet une date, donc s'il y a du retard, pas content. On te promet, on te promet rien. Après, regarde, on nous a promis Silksong. Regarde. Outre les soucis habituels, le report fait parler aussi. Apparemment, c'est toujours beaucoup le bordel en interne. Ah bah ça, j'en doute pas. J'en doute pas. Mais je trouve que les dernières images qu'on a vues sont plutôt encourageantes. Et j'ai l'impression que visuellement, dans les déplacements, dans la fluidité, en tout cas sur le gameplay de Naoe, corrigez-moi si elle s'appelle pas comme ça, mais j'ai gardé ça en tête, sur son gameplay à elle, ça m'a l'air sympa. Ça m'a l'air agréable. Voilà. En termes de platforming, déplacement, roulade, machin, je trouve que par rapport à n'importe quel autre Assassin's Creed, le, comment on peut dire, le moveset, les déplacements ont l'air d'être améliorés, plus agréables. Voilà. Moi, en tout cas, c'est le retour que ça me fait d'après les images. Après, évidemment, il faut voir manette en main, il faut voir tout ça. Hein. Mais en tout cas, ça m'a envoyé des bonnes vibes. Voilà. Après, évidemment, quand tu vois ces images-là, bah, tu vois pas l'IA, tu vois pas le comportement des mobs en face. Tu sais pas, enfin, t'as juste vu quelques plateformes, un saut de l'ange, enfin, voilà, tu sais pas trop. Et puis surtout, ben, on n'a pas revu Yasuke, il a disparu de la surface des radars, lui. C'est vraiment le moins on en parle, le mieux c'est. Hein. On veut plus se refoutre là-dedans. Yasuke a disparu. On nous présente que des images de la ninja. C'est assez étonnant. Mais bon, comme dit, hein, de toute façon, on verra. Hein. On verra le moment venu, on testera et puis on se fera un avis final après autant de bordel et d'événements inattendus. Voilà. Mais bon, de toute façon, on attend Ghost of Yotei qui va mettre une mine à Assassin's Creed et puis voilà. C'est triste, hein, mais on le sait déjà d'avance, malheureusement. Parce que le problème, c'est que quand ton jeu il est même pas sorti et que tu t'es déjà tiré environ 1000 balles dans le pied, c'est compliqué face à la concurrence. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous avez vu aussi bon, alors j'ai dit qu'on parlait pas du CES, mais bon, c'est pas vraiment parler du CES. Il y a une entreprise au CES qui s'est ramenée avec des genres de maquettes de produits pour la Nintendo Switch 2.
Nintendo a enfin décidé de prendre la parole en disant ce ne sont pas des produits officiels. Et apparemment, maintenant, la marque, eh ben, ils sont comme ça. Et ils ont dit, ouais, bon, on a un petit peu eu les yeux qui brillent, on a fait des trucs à partir des fuites et tout, et puis on s'est pointé au CES, machin, et en fait, maintenant, ils sont comme ça, parce qu'il y a Nintendo en face. C'est terrible. Quelle idée, quelle idée de te pointer au CES, enfin, c'est le CES quand même, en disant ouais regardez ça c'est un produit compatible Switch 2, on fait ceci, on fait cela. C'est, je sais même pas comment c'est possible, je sais même pas comment ils ont pu avoir accès au CES en proposant ça. Je sais pas qui est chargé de qui peut avoir un stand ou pas au CES, etc. Mais ça me dépasse un peu que ce genre de scénario puisse arriver en réalité. Vraiment, je comprends pas. Je vais vous mettre un petit peu plus gros le chat, je pense. Hop, un peu. Oh ouais, ce sera mieux pour vous là. Hop là. Voilà, c'est pas mal. Tu sais, le CES, il vérifie pas les NDA, c'est pas son job. Ouais, non, mais quand même, attends. T'es sur un salon d'envergure mondiale. Tu peux pas. Je sais pas, tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Vraiment, pour moi, je comprends pas comment ça peut arriver. Ça me dépasse. Mais en tout cas, à mon avis, ils sont vraiment dans la merde. Parce que, bon, déjà faire ça de base, voilà, mais faire ça face à Nintendo, sachant qu'on connaît l'hostilité que peut avoir Nintendo quand on commence à toucher à ses produits ou à ses marques, ouais, faut oser, hein, faut y aller, hein. Donc bon, on verra le fin mot de cette histoire, mais vraiment, j'aimerais pas être à leur place. Là, ils auraient dû se retenir. Ils auraient dû. Enfin voilà, après, bah, sincèrement, à part les petites choses dont je vous ai parlé là ce soir, je vous avoue qu'en termes d'actualité, c'est pas folichon. En fait, il y a tellement très peu de choses que je sais déjà de quoi je vais vous parler la semaine prochaine. Alors qu'habituellement, on est en tout cas sur la fin d'année, on était vraiment un peu inondé de pas mal de sujets et donc il fallait faire des choix. Là, j'ai l'impression que je fais pas vraiment de choix tellement il y a peu de choses qui sortent. Alors qu'on sait très bien que là, quand le mois de mars va arriver, le mois de mars, écoutez, si vraiment vous êtes quelqu'un qui joue à beaucoup de genres différents de jeux vidéo et tout, qui est plutôt très ouvert, faites des économies là sur janvier-février, parce que vous risquez de beaucoup plus dépenser au mois de mars. Voilà. Le mois de mars, ça va être vraiment un mois très 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 chargé, avec des très bons jeux pour moi. Et mon problème, c'est que oui, il y aura de l'indé, mais il y aura aussi du triple A. Et on sait très bien que ben ça pèse pas exactement pareil dans le porte-monnaie, hein, quand vous commencez à avoir des triple A qui se cumulent. Donc c'est soit vous voulez pouvoir tout acheter, auquel cas il faut commencer en amont à économiser, soit il va falloir que vous fassiez des choix. Donc tenez-vous au courant un petit peu de tout ce qui va sortir. Parce que ça pourrait s'avérer complexe. Voilà, donc définissez des priorités. Et en tout cas, pensez-y. Le mois de mars, c'est mon anniversaire, encore des jeux en cadeau. Mais c'est tellement le meilleur truc. Non, mais parce que moi, je me suis notée un petit peu sur le côté. Donc, je peux vous dire. Mais typiquement, là, euh, au- déjà à la fin janvier, je vous cache pas que bon, il y a des trucs. Attends, février, mars. Alors mars, qu'est-ce qu'on a?
Mars, on a Two Point Museum qui sort. Alors ça, c'est mon petit plaisir à moi. Je vous cache pas que Two Point... moi, quand j'étais gamine, je jouais à Thème Hospital, donc c'est mon petit chouchou. Vu que j'ai fait Two Point Hospital, j'ai fait Two Point Campus, là maintenant il y a Two Point Museum, alors les yeux brillent. Petit jeu de gestion. Après, début mars, on a Split Fiction qui va sortir, qui, je le rappelle, est le jeu qui a été présenté par Joseph Fares au Game Awards, là, qui est le jeu en coopération de type It Takes Two, qui a l'air incroyable. Donc ça, c'est pareil, c'est début mars. On a un jeu indé qui va sortir le 13, je crois. Beyond the Ice Palace 2, pour ceux qui connaissent. Il y a Assassin's Creed Shadows qui s'est rajouté le 20 mars. On a The First Berserker Kazan qui sort fin mars, le 27. On a un jeu Inzoi. Alors, je sais pas comment ça se prononce, mais ça va être un phénomène, ce truc, qui va sortir le 28 mars. Enfin, très sincèrement, c'est une horreur. Une horreur. Il y a, il y a trop de choses. Je suis sûre que j'ai même pas forcément tout noté, hein, mais on est foutu. À ça, tu rajoutes tous les indépendants? C'est fini. C'est fini. Mais, euh, mais là, ouais, en l'état, je sais déjà de quel jeu je vais vous parler la semaine prochaine. J'ai quasiment le programme de toute l'émission, sauf pour le CES. J'ai pas encore trop vu de quoi je vais vous parler du CES, mais je sais déjà de quel triple A je vais vous parler, de quels indés je vais vous parler. Pour la semaine encore d'après, bah, j'ai déjà 4 indépendants que je vais pouvoir, vous évoquer pour le 24 janvier. Donc ouais, enfin... Mais là, cette semaine, c'était un peu pauvre, je trouve. C'était un peu pauvre et c'était pas forcément... en plus de ça, en termes d'affect, si vous voulez. Là, cette semaine, on n'est pas sur des jeux qui, à moi, me parlaient le plus. Voilà. Mais bon, c'est l'actualité, c'est comme ça, hein, c'est variable. Et même quand on aime beaucoup de choses, eh ben, voilà, quand on regarde toutes les semaines, il peut y avoir des semaines un petit peu plus difficiles que d'autres. C'est comme ça. C'est comme le cinéma. Des fois, tu as des périodes où bon, c'est un peu creux, et puis d'un coup, tu vas avoir 3 ou 4 films qui potentiellement peuvent te plaire, qui vont sortir d'un coup, et c'est terrible. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. Et j'ai oublié, au mois de février, il va y avoir Tomb Raider Remaster 4, 5, 6 qui vont sortir aussi. Le 14 février. Donc, ouais. Il y a de quoi faire. Moi, j'ai pas encore fait le remaster du 3. Il va falloir. 4, 5, 6, c'est potentiellement ceux sur lesquels j'aurai plus de souvenirs. Tomb Raider, parce que bah, j'étais un petit peu plus grande, quoi. Voilà, j'y ai joué un petit peu plus tard. 28 mars, Little Kitty Big City sur Switch en cartouche. Bah là, pour le coup, je trouve que c'est adapté en termes de plateforme, tu vois. Sortir ce jeu-là sur Switch, c'est un grand oui. Enfin, je veux dire, on y est, quoi. Alors moi, par contre, j'ai vu une chose, il y avait des gens qui s'inquiétaient un petit peu, et c'est vrai que le questionnement est légitime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y avait des gens... vous savez, hein, en théorie, pour la Switch 2, ça devrait être rétro-compatible, et vous aurez vos jeux sur la Switch 2. Mais il y a des gens qui ont soulevé une question, qui est: est-ce que la rétrocompatibilité va se faire autant pour les jeux dématérialisés que physiques? Il y a plutôt intérêt que ça fonctionne pour les deux formats, parce que sinon les gens vont péter un plomb. Vraiment, il y a intérêt à ce que les jeux physiques, à ce que les cartouches passent de la même façon dans la Switch 2.
Parce que alors là, sinon, ça va être un désastre. Et puis après, en termes de prix, je sais pas trop ce que ça pourrait être. En théorie, l'écran devrait être plus grand, mais est-ce qu'ils vont rester sur une dalle OLED ou est-ce que de nouveau ils vont nous refoutre du LCD? Si tu pars sur du LCD, ça permet de réduire le prix. Faut quand même pas oublier que la Switch, ben, c'est une console qui se veut familiale et donc un prix plus bas qu'une PS5, bah, ça aide à la vente, hein, très clairement. Mais ouais, je sais pas trop où on va aller avec cette Switch, mais bon, en tout cas, il serait quand même grand temps que Nintendo se décide à prendre la parole. Parce que là, quand même, t'as l'impression que tout le monde parle de la console sauf eux, et c'est un peu bizarre. Vraiment, l'ambiance est bizarre, je trouve. Et puis après, bah évidemment, t'as 4 milliards de personnes qui font des vidéos basées sur des rumeurs et absolument rien de concret. Et ça aussi, c'est terrible. T'as des dizaines et des dizaines de publications par jour sur des vidéos qui finalement bah, ne disent rien de concret, vu qu'on ne sait rien d'officiel. Donc bon, vraiment l'actualité est pas dingo en ce moment. À part le CES, je pense que là, quand je vais me plonger un petit peu dedans, je risque de lire des trucs un peu sympas pour pouvoir vous en parler après. Mais c'est vrai que du côté jeux vidéo, là, hmm, pas ouf. Donc j'espère que ça va s'améliorer quoi, dans les semaines à venir, sûrement. Je garde la mienne de Switch, c'est une OLED. Franchement, la 2 me dit rien, même pour la rétrocompatibilité. Bah, après, la 2 va être quand même beaucoup plus puissante, enfin théoriquement. Euh, ça devrait être quand même bien plus agréable pour les prochains jeux. Et puis de toute façon, ce qu'il y a, c'est que les jeux qui vont sortir sur Switch 2, tu pourras sûrement pas y jouer sur ta Switch actuelle, hein. Parce que en termes de puissance, ça va pas coller, en fait. Après, bon, bah, ce qui est embêtant un petit peu avec une Switch 2, c'est que ben, c'est un petit peu comme d'habitude, quoi. On va se retrouver avec un énième Mario Kart qui va sortir. Euh, Alors, j'allais dire Mario Party. Mario Party, il y a déjà Jamboree qui est sorti il y a pas longtemps. Ce serait abusé d'en sortir encore un nouveau. Euh, Mais on va se retrouver avec un énième Mario Kart, avec un énième Mario 2D, peut-être, qui va sortir aussi, parce qu'il faut bien des jeux de lancement, et de toute façon, ils savent faire que ça. Et en fait, t'as un petit peu ce sentiment qu'avec Nintendo, bah, tu te retrouves toujours avec la même line-up, hein. C'est toujours la même line-up de jeux. C'est ça qui est terrible, moi, je trouve. C'est que t'as l'impression qu'ils se renouvellent pas, qu'ils créent pas des nouvelles choses, que c'est vraiment, pour moi, Nintendo, c'est les rois pour se reposer sur des acquis et réitérer des jeux 400 fois s'il le faut. Et moi, je trouve ça triste, tu vois, que à chaque fois que tu achètes une console, c'est la même line-up. Mario Kart m'intéresse pas, Mario peut attendre, Zelda peu probable, donc je vais pas avoir de raison de l'acheter immédiatement. Metroid Prime 4, mais on nous l'avait promis sur Switch, et Xenoblade Chronicles, ça m'étonnerait aussi. Hmm. Après, à voir, hein, de toute façon, ils ont dit que les annonces se seraient fait. Ils avaient dit avant le 31 mars, dans tous les cas. Mais il y a quand même pas mal de monde qui avait l'air de dire que ce sera avant la fin du mois de janvier, là. Donc je pense qu'on sera bientôt fixé, hein, dans tous les cas. À l'époque de la Xbox One, Tomb Raider Rise sortait aussi sur 360. Donc il se peut que les jeux Switch 2 sortent sur la 1. Ouais, je sais pas. Après, comme dit, hein, si
Si là, le principe, c'est d'avoir une Switch 2 qui a beaucoup plus de puissance, je suis pas sûre que les jeux qui vont sortir sur Switch 2, t'aies envie d'y jouer sur la 1, quoi. Est-ce que ce sera possible? Oui, peut-être. Est-ce que ce sera conseillé? Absolument pas, hein. C'est du gâchis, tu vois. Parce que vraiment, c'est bon, quoi. La Switch première du nom, compliqué, hein, en termes de performance, hein. Si tu peux t'en séparer, ah vas-y, hein. J'ai même pas encore de PS5. Moi, je suis pas un gamer pressé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, ça va, ma PS5, Day One, puis j'ai fait beaucoup de jeux dessus. Ça va, tu vois, j'estime que je l'ai pas acheté pour rien. Franchement, ça va. Et puis, vu que j'avais pas de PS4, et qu'en plus de ça, du coup, ça m'a permis de rattraper un petit peu des jeux de génération PS4 que j'ai fait sur PS5, ça te donne encore plus, si tu veux, cette impression que oui, ça va, vraiment, ta console, tu l'as pas acheté pour rien parce que t'as rattrapé 2 générations en une, tu vois. Donc ça va, moi je me sens plutôt bien par rapport à mon achat de PS5 en réalité. C'est fréquent parce que c'est fréquent que je joue à des jeux qui ont plus de 2 ans. Puisque malheureusement on n'a pas un temps illimité, ouais. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'en fonction des jeux aussi, en fonction de tes goûts, quand t'es quelqu'un qui aime typiquement les JRPG, bon, tu sais que quand tu te lances dans un JRPG, ça va te prendre un certain temps, surtout si t'as envie de vraiment le boucler à 100%, tout faire, tout voir et tout. Euh, voilà, c'est pas le même investissement de temps, très clairement. Donc ouais, je comprends. Je comprends, c'est compliqué. Mais c'est pour ça que je dis hein, que moi, je trouve que de manière générale, de nos jours, on nous fait des jeux qui sont trop longs. Vraiment. Je préférerais bien souvent que les jeux soient un peu plus courts, mais qui soient plus intenses, en fait. Où t'aurais jamais ce sentiment que ça traîne un peu en longueur, ou que oh, il y aurait des petites choses qu'on pourrait enlever, ou ah tiens, ça m'ennuie un peu, tu vois, et être vraiment dans un truc où t'es presque au top tout le temps, tu vois, où le jeu il est. Voilà. Je préférerais avoir ce sentiment-là, même si c'est plus court, plutôt qu'à un moment donné pouvoir me dire oh là, franchement, les trucs annexes, voilà, pas envie, tu vois. Parce que là, du coup, ça te donne une impression négative. Mais bon, voilà, vu que les gens ne jurent que par la durée de vie en face d'un prix, et que voilà, les gens sont juste beaucoup trop habitués à toujours plus. Bah, toujours plus. Si ça amoindrit la qualité, bah non, pas toujours plus en fait. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais bon, c'est pas moi qui fais les jeux, hein. Alors on prend ce qu'il y a, puis c'est tout, hein. On prend les qualités et les défauts qui vont avec, hein. Dommage. Enfin bref. Bon écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On se sera fait une petite heure et demie d'émission. Alors à moins qu'il y ait d'autres sujets là que vous avez envie de mettre sur la table. Mais sinon, voilà, on va se clôturer cette petite soirée. Et puis demain, alors demain j'ai hâte, hein. Demain, samedi, Mindcop. Aïe aïe aïe. J'ai trop hâte de le faire. Vraiment, ça fait des semaines. Ça fait combien de temps qu'il est sorti Mindcop? Parce que je pense qu'on doit peut-être s'approcher du mois. 3 semaines au moins, c'est sûr. Peut-être un mois que le jeu est sorti. J'ai tellement hâte. Tellement hâte. J'attends depuis des semaines là. Depuis avant les vacances de Noël, hein. Donc ça commence à faire du temps, hein.
Terrible. Mais voilà, j'espère on va résoudre l'enquête. De toute façon, j'ai prévu samedi, dimanche sur le jeu au cas où on le one-shot pas. Parce que tout simplement, faut quand même prendre en main le jeu, vu que chaque action d'enquête a un coût en termes de temps. Bah, si tu commences un petit peu à faire n'importe quoi, bah, tu peux te retrouver à, je pense, à pas finir ton enquête, quoi. Donc on n'est pas à l'abri de se planter et de devoir recommencer. Et vu que quand tu recommences, eh ben, les choses elles changent et c'est pas la même enquête. J'ai quand même prévu 2 streams au cas où. Ah. Mais j'ose espérer qu'on va être des super enquêteurs, parce qu'en plus de ça, on s'est quand même bien entraîné, hein, avec les escape games. Donc on verra. On verra demain soir. Bon, eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous mets les sources qui ont servi à préparer cette émission. Et puis, on se retrouve demain. Et sinon, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Hashtag. Ciao!